Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Comme tous les mardis, nous sommes là pour vous servir et je suis une fois de plus accompagnée du professeur Emmanuel Glipote qui est le concepteur de cette émission. Bonsoir professeur. Bonsoir, Laura Alors, je vais laisser le soin au professeur de nous donner la quintessence de ce dont il sera question ce soir. Alors, nous sommes toujours dans le registre de la sorcellerie importée où on a chevauché, on a cheminé depuis un bon bout de temps avec ces thèmes. Et aujourd'hui, on va parler de la démocratie moderne ou la terreur de la minorité sur la majorité. C'est-à-dire que une poignée de gens, rien à mettre dans la société et mondiale, et pire alors dans les pays. Voilà, c'est ce que nous allons aborder ce soir par rapport à l'aspect métaphysique. Donc on va voir métaphysiquement l'affaire pour dire qu'est-ce que c'est cette histoire-là. D'accord. Voilà. Donc, nous allons passer 1h30 ensemble, bien entendu, avec votre thème, vous l'avez compris. Je crois que il va faire un peu, il y aura une hausse de température, ça c'est certain, dans le studio. Mais de votre côté, moi, je vais vous proposer de vous asseoir confortablement parce que nous allons vous proposer pour ce soir une chronique à 2 parties, la réflexion et bien sûr, vous aviez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de précéder du plus 237. Sans plus tarder, je vous invite à suivre la première partie de notre chronique et on se retrouve juste après. Sorcellerie importée. La démocratie moderne ou la terreur de la minorité sur la majorité. Dans cette édition, nous allons nous appesantir sur la genèse de la métaphysique vis-à-vis de la politique et la démocratie. La politique comme principe social qui régente la cité aurait échoué de sa mission de base. C'est pour cela qu'elle a invité sa principale amie, la démocratie, pour que cette dernière lui vienne en aide. Mais parce que la métaphysique prône la mise en place d'une société de justice dont l'ordre social concerne tout le monde, consistant à permettre à ce que la perfection spirituelle puisse s'imposer à tous, toutes classes confondues, qu'on doit reconnaître que la démocratie fait partie de la donne métaphysique malgré les aléas qui l'auraient corrompue. Autrement dit, si le consensus était de mise pour toutes les lois, et si ces lois arrivaient à s'appliquer à tous, y compris tous les membres de l'État, cela aurait créé une société de valeurs spirituelles s'agissant de la démocratie participative. Derrière cette forme de démocratie allait naître la démocratie représentative qui serait un système obéissant à la voie participative d'équité sociale pour tous. Ça aurait été une vue empreinte de morale car, semble-t-il, la démocratie serait la résultante de la loi du droit positif qui aurait donné naissance au code civil avec pour principe protéger la majorité, les déprimer, le laisser pour compte, etc. Malheureusement, tout ayant échoué, la démocratie est tombée dans la dérive. Parce qu'aujourd'hui, elle est prise en otage par les politiques, ces hommes et femmes qui ont perdu leur dignité au profit de l'impérialisme. Toutefois, l'impérialisme ou l'exploitation de l'homme par l'homme, dans ses élans discriminatoires, trouve normal de diviser pour mieux régner. Pourtant, mystiquement parlant, toutes les créatures sont par essence les mêmes. De ce point de vue, il ne devrait pas avoir des classes en tant que telles, du genre esclavagiste, colons, voire des messieurs, se présentant comme des dieux des autres, et considérant ceux-ci de sous-hommes ou les classant du côté de diable Satan. Parce que la politique est cessée de s'orienter vers la politesse et la courtoisie,
que la démocratie ne pouvait en définitive que perdre de sa valeur. Résultat, de nos jours, la démocratie n'est plus le principe concernant le droit de chaque citoyen, mais elle est le droit de la minorité sur la majorité. En tête de cette supercherie, il y a des gouvernants, puis un super gouvernant dont l'ensemble des droits de tout le monde revient à lui seul, au point d'en détenir le pouvoir de vie ou de mort sur tous les autres citoyens. Il est au firmament de toutes les classes, mais malheureusement, tout en étant du haut du groupe pyramidal dont il bénéficie le soutien à la base, il est lui aussi l'otage indéfini, parfois même l'esclave des personnes de son propre choix. Alors, nous voici de retour sur votre plateau du Monde Inconnu. Alors, professeur, vous aviez commencé votre chronique ce soir en parlant de la démocratie moderne ou la terreur de la minorité sur la majorité. Moi, je voudrais savoir, si on parle de démocratie moderne, ça veut dire qu'il y aurait sûrement une démocratie classique. Oui, disons que la démocratie, c'est un principe primitif qui part sur le fait que quand la politique manque de sa gentillesse, de sa politesse et de sa courtoisie, qu'il fallait maintenant essayer de tamiser les choses, parce que les hommes politiques tombent toujours dans l'arrogance, surtout lorsque quelqu'un a tous les pouvoirs à lui seul. Donc, à partir de ce moment, il réen-mettre sur une société où il est la tête pensante, de façon à ne pas être obligé d'écouter même ses collaborateurs, voire ses conseillers. Alors, à partir de là, il fallait qu'on démocratise la société, c'est-à-dire que du fait que la politique doit régenter la cité, la formule de comment se comporter la population, comment le peuple doit se conduire, et il fallait un dirigisme ou bien il fallait un droit de regard sur un certain nombre de choses. Mais ce droit de regard a entraîné l'arrogance, du fait de l'arrogance de ceux qui devraient gérer. Alors, cette société, il fallait qu'on arrive à une société communautariste, une société où l'être humain a sa valeur, d'où la démocratie. Et là, la démocratie, à cette époque, était la loi de chaque citoyen, c'est-à-dire le droit à la loi, ou le droit à chaque citoyen de se faire prévaloir humain et de se faire prévaloir citoyen. Bon, mais ce qui se passe après, c'est ce que nous allons voir et c'est ce que nous avons essayé d'écrire dans la chronique. Voilà. Donc tout à l'heure, vous dites que la démocratie, dans son sens premier ou alors son sens basique et le meilleur des sens, c'est le droit à tout un chacun d'avoir un droit. Bon, maintenant nous sommes dans la démocratie que vous aviez appelée moderne. Là, à ce niveau, quelles sont donc les bases de cette démocratie Alors, moderne? les bases de cette démocratie, c'est que le consensus n'existe plus. Il faut aller au vote. Parce que le consensus perdrait du temps à gérer les affaires de la cité pour longtemps, pour arriver à une entente où chacun va comprendre le bien fondé de ce qui se passe. Parce qu'on a cru qu'il y avait des bases morales qui devraient être comme une logique du groupe ou bien d'un grand nombre de personnes dans une société donnée, qu'on a cru que la démocratie devrait être consensuelle. Ça veut dire que chacun devrait avoir son point de vue. Bon, mais maintenant, si nous prenons la démocratie dans le sens dont nous vivons aujourd'hui, c'est une démocratie où on peut être 100 habitants, 10 habitants, non, 2 habitants ou 5 habitants décident de voter un individu, et puis ça devient le roi pour tous les 100 autres personnes, sans se poser la question, est-ce que
le quorum a été atteint. Parce que quand on fait même des associations, on dit toujours qu'il faut qu'il y ait plus de la moitié des membres de cette association pour arriver à statuer sur le fait que l'Assemblée générale, les décisions qui en sortent sont valables pour ceux qui se sont mis en absence. Parce qu'il peut y avoir les absences pour question de maladie, des absences pour des gens qui se sont déplacés et qui ont même averti qui ne seront pas là parce que c'est un problème de force majeure. Il peut aussi avoir des absences pour des gens qui boudaient la réunion, mais on se pose la question que pourquoi ils faisaient partie de cette association. Bon, maintenant, dans ce qui est des élections, quelles que soient, c'est impensable qu'une population de 65 millions d'habitants, comme en France par exemple, et qui est moins de 40 personnes, moins de 30 personnes, et millions de personnes qui vont aux élections et que par la suite, 50% ou 51% de cette population de 30 millions de votants, ou dans les 30 millions, il y a même les absentistes, il y a des gens qui ne viennent même pas et d'autres qui, votent quand même, mais votent vide. Alors, résultat est que ça soit 51% de ceux 30 millions sur 65 millions environ d'une population qui ait mis en place un président de la République. Alors, ça se voit partout dans le monde. Et pourtant, on nous dit que c'est la démocratie. Et c'est ce qui fait un peu réfléchir, parce que sur le plan métaphysique, puisque nous sommes en émission métaphysique, la démocratie fait partie de ce que seraient les lois divines, ou alors les lois spirituelles, c'est-à-dire quelque chose qui donne à chacun le droit des paroles, le droit de reconnaissance des reconnaissances de l'autre, des autres à l'égard de sa personne, quelque chose qui permet à ce que on ne soit pas taxé comme un animal dans une société donnée. Voilà. Mais professeur, est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui on a une population de plus de 18 millions d'habitants? Est-ce que vous pensez qu'avec 18 millions de personnes, on puisse avoir encore la démocratie, en fait, le consensus du genre, il faut que tout le monde... Est-ce que le fait d'avoir peut-être 4 personnes qui vont choisir un président, ceux-là qui ne sont pas allés au vote, est-ce que c'est pas aussi leur droit de dire que je ne veux pas choisir? Bon, alors, d'abord, pourquoi être dans un pays et pourquoi ne pas voter? Pourquoi ne pas participer à ce que qu'on sache pourquoi tu fais partie de ces pays? Parce que si tout le monde décide de ne pas aller dans le jeu démocratique ainsi établi, ça veut dire donc qu'on doit faire un référendum. Parce qu'il y a plusieurs façons de voter. Il y a une façon dont on ne vote pas, mais on a voté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on boude peut-être le code électoral, on boude même le système, les méthodes des gouvernants, on boude quelque chose. Donc c'est une manière de s'exprimer. Donc c'est un vote. Bon, un vote en blanc, c'est-à-dire moi je ne pars pas, je ne vais pas. C'est comme des candidats qui vont à l'élection présidentielle sachant que le code est foutu. Bon, alors, ils vont dans un jeu de dupes. Alors, ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est qu'ils ressentent que, unanimement, parce que c'est tout le monde qui en parle, sauf ceux qui sont dans les affaires, qui se sucrent des affaires qui n'en parlaient pas. Mais ceux qui ne sont pas dans des affaires, qui sont plus nombreux, qui en parlent, ça suscite que le vote ne doit donc pas avoir lieu pour respecter les citoyens et la démocratie. Si on n'a pas pu inscrire plus de la moitié des citoyens, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on doit reconnaître, parce que c'est un problème moral, malgré que la politique a perdu ses lettres de noblesse, comme on le disait lors de la dernière édition,
Parce que la politique devrait être à la base la politesse, la courtoisie. Tout à fait. Bon, parce que tu n'es pas monsieur n'importe qui, parce que tu es un rassembleur, parce que tu es quelqu'un qui ne rangue pas les foules juste pour les amadouer, comme les fémans peuvent rentrer dans une maison, piller quelqu'un de tout son argent en lui racontant les histoires. Et après, le gars regrette. Non, le politicien devrait être une personne qui protège la population dans laquelle il se trouve. Alors, donc, ce qu'on remarque, c'est que quand on est dans l'opposition, on a les bonnes idées. Mais donc, dès qu'on prend l'appareil étatique en main, tout change. Alors, il faut aller fouiller, il faut aller chercher qu'est-ce qui fait à ce que ces gens-là soient habités par le diable à un moment donné. Diable entre guillemets, mais un esprit démoniaque. Alors donc, les gens qui ne votent pas, qui sont nombreux, c'est un vote, qui veut dire, ce que vous faites là, nous ne sommes pas d'accord de ça. Bien que là-dedans, on peut tout faire un référendum, on verra que, quel que soit le cas, il y aura des abstentions, mais on aura déjà fait ce qu'on aurait dû faire pour faire prévaloir la démocratie. Mais qu'est-ce qui se passe? Deux fois, on choisit les zones où les gens qui doivent être inscrits à la liste électorale doivent être essentiellement les gens de ces zones-là. Parce qu'on sait que là-bas, on aura des voix sans ou avec la démocratie. C'est-à-dire que les gens vont y aller de manière moutonnière et comme un culte, où on a dit Jésus qui est le Fils de Dieu, on n'a aucune preuve, et puis le tour est joué. Et ça marche. Donc, à peu près, c'est ce que, en métaphysique, nous, on trouve que si à la base, la métaphysique, c'est une loi naturelle, non, la démocratie, je veux dire, c'est une loi naturelle qui répond aux besoins métaphysiques, qui est une loi positive en rapport du code civil, et lequel code civil on peut le ramener au niveau du législateur qui va interpréter une certaine volonté divine de gérer la société sur la base de permettre à ce que toute personne se reconnaisse comme étant pris en compte. À partir de là, on ne va pas dire que tous les habitants d'un pays doivent se rencontrer pour un consensus. Non, il y a quand même les éléments, soit on part par les éléments qui partent par des communautés, dont des personnes de ces communautés se parlent et tout et décident sans motivation ou sans corruption, qui peuvent les représenter dans ces échanges, sans que ce soit une question d'élection, mais une question, parce que l'élection, ça s'est fait sous une certaine, du moins, on refuse qu'on ne soit pas influencé, c'est pourquoi il faut aller à l'isoloir. Mais par contre, si les gens s'asseyent, et même pendant une semaine, pour trouver qui va les représenter, et ceci de manière houleuse, où chacun a son mot à dire par rapport à celui qu'on veut choisir, on finit par se retrouver devant un représentant ou devant les représentants qui ont bénéficié de l'appui de tout le reste, parce qu'ils sont moralement représentatifs. Par contre, si c'est que c'est par motivation, par corruption ou par quoi, c'est pas souvent des gens qui sont représentatifs. Alors, on peut donc avoir une assemblée de gens qui, en fait, sont arrivés là par réfraction. Pardon, est-ce que pour ça vous pensez que actuellement on pourrait réellement le faire, c'est-à-dire on choisit par communauté et puis après on va choisir sûrement selon les choix qu'on aura dans les communautés? C'est un peu compliqué parce que nous n'avons plus la morale dans nos poches. Ça a foutu le camp, on ne sait pas où est-ce qu'on l'a jeté.
C'est pourquoi nous, ce soir, on parlait de la démocratie moderne qui est la terreur que la minorité porte à l'égard de la majorité. Bon, c'est mondial, ce n'est pas un problème africain ou bien d'un pays africain. C'est mondial, c'est une petite poignée de gens qui gèrent la société et qui parfois gèrent la société d'une manière très déplorable. C'est de ça qu'il est question. Alors maintenant, les outils qui devraient permettre à ce qu'il y ait un assentiment moral devraient être les outils qui seraient tirés des religions, qui devraient jouer un rôle moral à la limite de la spiritualité. Mais je ne sais pas ce qui se passe parce que tous les jours on chante l'amour du prochain dans certaines obédiences et on ne rencontre à nulle part cet amour du prochain lorsque nous sommes dans le social en train de mener une action où en face de nous, nous avons des humains. On ne voit nulle part cet amour du prochain. Alors, on se pose la question que on aimerait savoir est-ce que les instruments qu'on utilise dans une société donnée sont de nature à ce qu'on les fasse confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que dans les 4 pôles de domination que les Européens ont véhiculés à travers les colonies, le cas de l'Afrique, il y a le premier pôle qui devrait beaucoup aider, c'est la religion, qui devrait être d'un côté spirituel, de l'autre côté moral. Bon, malheureusement, l'exemple peut-être n'est pas donné par les clergés et même les seigneurs de ce milieu, ou bien, c'est pas moi, les prêches n'arrivent pas à atteindre les objectifs, ou alors il n'y a pas d'objectif à atteindre, ou quoi, on ne comprend rien. Alors vient en deuxième pôle, les lois. Les lois n'ont pas obéi à ce que t'est le noir, sa manière de se comporter, son arbre à palabre, comment les choses se passaient avec, c'est son côté moral, comment ça fonctionnait. On est venu avec des lois qui ne sont pas en rapport avec le quotidien des Noirs. Et ça fait que c'est des lois de répression peut-être qui, en quelque sorte, n'apportent pas l'aspect moral et l'aspect éducatif et tout. Parce que, prenons par exemple, si on prend le code civil ou le code pénal. Alors, qu'est-ce que le citoyen lambda comprend du code pénal? Parce que le code, c'est la codification qui n'a rien à voir avec la doctrine pénale. C'est-à-dire, à quel moment on sait que cette loi a été élaborée dans le besoin de punir, en tenant compte des aspects positifs, négatifs, comme la thèse et l'antithèse, et en se retrouvant à une synthèse qui donne naissance à une loi, du moins à un article de cette loi. On ne sait pas, on sait seulement que c'est comme si les gens se réveillent le matin, on vous dit, si vous faites telle chose, vous êtes passible d'une condamnation pénale. Alors, vous faites telle chose, ça veut dire quoi? Il n'y a pas la doctrine du droit qui est portée de façon à ce que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et il va même sans dire que même ceux qui sont des juristes n'apprécient pas la loi de la même manière, au point où, par moment, on est obligé de faire l'appel et on se retrouve après l'appel, on est au cours de cassation, ou bien, c'est pas moi, où. Et ça va jusqu'à voir que tout ce qu'on a obtenu comme jugement avant n'était pas le bon jugement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on en arrive là? On commence à entrer dans les méandres de la jurisprudence
pour capter des choses qui ne sont pas prévues par la loi, mais qui sont dans l'usuel ou dans l'usage. Alors, pour finir, il y a un problème. Mais, pardon, professeur, tout à l'heure, vous aviez fait allusion aux religions qui devraient aider à ce qu'on ait une certaine moralité. Mais là, moi, je voudrais qu'on revienne, quand on parle des religions, je voudrais qu'on regarde aussi le côté africain, c'est-à-dire nos religions à nous. Où sont passés nos chefs, nos anciens, pour peut-être donner ce coup de pouce au niveau de la moralité, un coup de pouce que apparemment les religions importées n'ont pas pu nous apporter. Bon, disons que nos chefs ne sont pas écoutés. Parce que jusqu'à une certaine époque, c'est des gens qu'on avait bien fessés et qu'on a obligé de suivre la dictate ou la dictée des colons qui étaient venus pour nous coloniser. Alors ces colons ont mis des instruments en place qu'on appelle, un instrument en place qu'on appelle la République. Et cette République est une République sous le modèle de ce que veulent les colons. C'est pourquoi le troisième pôle qui est l'école de cette hégémonie coloniale a pour objectif de contrôler les intelligences et même les cerveaux des personnes qui se mettent à cette école. Alors, résultat, le chef du village qui n'a pas fait l'école se sent amoindri. Il n'est pas, je parlais le cas de l'Afrique, il n'est pas le chef d'une région, d'une communauté comme en Asie, où il va parler sa langue et les traducteurs vont venir dire ce qu'ils pensent. Et que parce qu'il a de la personnalité, qu'il va siéger dans n'importe quel milieu à son gré, pas au gré des gens qui l'invitent. Et quand on va l'écouter, faisant trop attention à chaque mot qui vient du traducteur. Et ayant même des soins d'enregistrer son discours pour voir s'il y a un autre traducteur qui ne traduirait pas mieux que celui qui traduisait avant. Parce que ces gens se sont donné de la personnalité, bien qu'ayant été colonisés. Bon, il faut aussi dire que la colonisation n'est pas partie de la même manière dans tous les continents, par ces groupes d'Européens qui ont colonisé le monde entier. Peut-être qu'ils ont colonisé l'Asie et après ont abandonné. Parce que les Asiatiques, par exemple, les Français ont reçu l'échec en Indochine. Bon, alors, mais ils n'ont pas reçu l'échec au Cameroun. Bien qu'il y ait une guerre au Cameroun, l'Algérie, ça a été pénible et ils ont quand même abandonné aussi ce qu'ils avaient comme mesquinerie en Algérie, mais surtout parce qu'ils avaient trouvé le pétrole au Gabon, du moins en Afrique, au golfe de Guinée. Donc la chose pour laquelle ils se battaient en Algérie était en abondance ailleurs où là-bas personne ne revendiquait quoi que ce soit. Bon, résultat, peut-être que c'est ça qu'a fait, ils n'ont pas pu exterminer les Algériens. Alors, donc, il y a un problème chez l'Africain, c'est que on a l'impression que nous avons perdu la raison. Et quand un homme perd la raison, il réfléchit, il ne raisonne pas. Alors, quand on ne raisonne pas, on ne comprend pas que 1 plus 1 égale 1. On reste dans le 1 plus 1 égale 2. Ça dit une chose ajoutée à l'autre. Alors, ça fait deux choses qui se mettent ensemble, mais malheureusement, tu vas dire 2, parce que c'est ce qu'on t'a dit. Et là, à base de ça, tu auras ton diplôme. Et à partir de ce diplôme, tu peux aller partout, dire que je suis une valeur. Voilà. Donc, le problème africain, c'est celui-là que nous essayons de décrypter en métaphysique pour dire, bon, écoutez, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais professeur, puisque vous dites que apparemment nous sommes arrivés, l'Africain est devenu quelqu'un là
est devenu, entre guillemets, bien entendu, celui-là qui ne résonne plus. Est-ce que ce sont ces Africains ou alors nous, aujourd'hui, c'est nous qui allons pouvoir changer la donne pour qu'on se retrouve peut-être un jour dans un pays ou alors dans un monde où il y aurait un simulacre de démocratie classique, pas de la moderne que nous vivons actuellement, qui voudrait que la minorité piétine la majorité? D'abord, le monde qui nous prête la démocratie, parce que nous, on avait notre démocratie. Bon, prenons par exemple, chez les Bantous, il y a les Bassa, ils ont le chef. Mais il y a un proverbe chez les Bassa qui dit que Tole Atabe Liminchok, c'est-à-dire la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Ça veut dire que tu respectes le chef, tu lui donnes tous ses honneurs, mais il doit reconnaître ses droits. Et il doit se limiter, ses droits se limitent là où commencent tes droits. C'est démocratique, il n'y a jamais de démêlé entre les chefs Bassa et les Bassa qui sont sous la tutelle de cette chefferie. Difficilement. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est démocratiquement démocratique. Ah, donc, on ne le devient pas. Donc la démocratie est déjà en chacun de nous. Voilà, c'est-à-dire il faut seulement enseigner aux gens leurs droits. Parce que connaissant tes droits, tu seras capable de savoir que puisque tu as les droits, l'autre aussi a les droits. Et sachant que chacun de nous a les droits, il est hors de question que tu puisses s'accaparer des droits des autres. C'est comme tu as ta femme, l'autre a sa femme. Mais attends, même quand il fait un clin d'œil à ta femme, il sait bien qu'il est sur le terrain d'autrui. C'est comme tu as ton homme, ta copine a son homme. Mais attends, ta copine, quand il regardait ton homme, elle a bien envie de ton gars, mais elle fait attention. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce que les coups de poing vont passer par là, ou bien une certaine brutalité, ou alors on va aller voir les Alain Mombou, les marabouts, et des féticheurs et tout. Non, c'est parce que on doit rester dans son carreau et reconnaître que ça, c'est mon carreau. Et ça, cette éducation devrait être faite à partir des dons spirituels, partant de ce qu'on nous a fait croire que Dieu est quelque part dans les maisons. Bon, ou alors, en traversant ces milieux, en allant à l'école, on devrait enseigner ça comme si on faisait le cours de droit pour devenir juriste et avoir les diplômes pour que... Parce que dès qu'on met les diplômes, quelque part, il y a la jonglerie, il y a la tricherie. Parce que tu dois faire en sorte que tu puisses plaire à tes parents, il faut venir avec les diplômes. Parce que tu dois aussi dire partout que j'ai été diplômé ou je suis diplômé de ci ou de ça. Tu dois avoir ces diplômes. Tu dois l'avoir par tous les moyens. Puisque nous sommes dans une société de compétition. Et dans cette compétition, tu ne dois pas être le dernier. On dirait une course cycliste. Alors là, il y a un problème. Par contre, si la formation était de manière à édifier l'individu que nous sommes, pour que ensemble nous formons une même communauté, sans avoir besoin de faire un genre de système scolaire qui abêtise l'homme, alors il n'y aurait jamais les difficultés de faire une démocratie à refuser d'obéir à du fait que chacun de nous a un droit dans cette cité. D'accord. Donc, on va proposer à nos chers téléspectateurs la deuxième partie de notre chronique et on va revenir juste après pour la série des questions. Sorcellerie importée plus forte que nos chefs traditionnels. L'Afrique, inféodée par les manœuvres de l'esclavage et de la colonisation, métaphysiquement, elle est devenue une société qui a perdu tous ses repères. La raison est que nos gardiens de la tradition, qui ont reçu le pouvoir de nos ancêtres, rois ou chefs traditionnels, aux grandes dames, la plupart d'entre eux est tombé dans le bourbier de la motivation gombotique. Il faut noter en passant que Dieu
Lui-même s'en est mêlé au point où, en lieu et place, les prélats, voire les religieux de tous bords, se sont rangés du camp des politiques faisant partie de la classe des hors-la-loi. Voulant être de la haute classe, ils formaient un véritable groupe de sorciers de l'époque moderne. Tous pratiquent de la magie noire pour gagner ou rester à leur poste prestigieux sans que rien ne puisse les y déloger. Eh bien, lorsque nous parlons de la sorcellerie importée, cela peut paraître comme un abus de langage. Mais comment expliquer que certaines personnes prennent les autres moins que des animaux, jusqu'à croire que c'est eux les propriétaires de la planète? Sinon, c'est la haine qui alimente leur vie. Ils fonctionnent sur la base des vibrations négatives nourries par des énergies denses, adobées par les mécanismes d'ensorcellement. C'est malheureux lorsque quelqu'un ne comprend rien de tout cela. Au résultat, c'est normal que le négro que nous sommes, que nous ayons perdu notre énergie de toute forme jusqu'à perdre totalement le côté métaphysique de notre existence aussi. C'est ce qui met en mal notre manque d'intelligence. Depuis un certain temps, nous n'arrivons pas à comprendre que tout de la politique ou de la démocratie est sous l'emprise de la sorcellerie dite sorcellerie de troisième dimension. Ces deux principes envoûtent sous forme de certains sorts jetés et rendent négative l'existence de tout un chacun. La concentration de cette négation touche plus les principaux acteurs de la politique, ce qui fait que comme ils sont pourvus d'une forte concentration de faits démoniaques en eux, ils ensorcellent à leur tour leur peuple à travers des trafics physiques, abus de pouvoir et d'influence, et aussi des trafics métaphysiques portés sur les organes de sang humain, etc. Eh bien, pour que le peuple cesse d'en être victime, il doit chercher à savoir comment se prendre en charge contre ces mots classiques et occultes. Religion, école, hôpital, et en même temps le fait de s'aligner bêtement à la chose politique, etc. C'est en ayant eu à s'auto-dompter contre tous ces préceptes que tôt ou tard il sortira de manœuvres occultes qui furent organisées par les sociétés secrètes depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à nos jours. Toute personne raisonnable, sage, c'est-à-dire ayant du caractère et qui se veut sérieuse, sait que le mal cache le bien et que le bien aussi cache le mal. Par intuition, chacun de nous doit être à même de se donner une réponse personnelle sur son existence, afin d'arriver à l'existence de Dieu. C'est ainsi qu'il grandira spirituellement au travers de l'évolution de son être intérieur. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure, lors de la première partie de notre chronique, vous nous avez fait comprendre que les chefs, à un moment, ont été bastonnés, et cela a pu provoquer ce qui se passe actuellement, qu'ils sont un peu à l'écart de ce qui se passe dans la démocratie et autres, parce qu'ils ne peuvent pas être écoutés. Maintenant, vous nous dites qu'il faut qu'on puisse être quelqu'un de caractère pour pouvoir arriver. Moi, j'aimerais bien vous poser la question de savoir si aujourd'hui, nos chefs, qui sont nos lanternes, sont arrivés au niveau où ils n'ont pas pu se faire écouter, se faire entendre. Alors, nous autres, qu'est-ce qui nous permettra d'arriver peut-être à avoir ce caractère-là afin de se faire comprendre, entendre et connaître que nous avons des droits et choisir de vivre dans une société nettement plus juste que celle que nous avons actuellement? Voilà, la question, elle est intéressante. La chefferie d'avant et celle d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Celle d'aujourd'hui, c'est des auxiliaires de l'État. Alors que la chefferie d'avant, c'était des rois et des véritables personnages qui avaient pour mission de faire en sorte que la communauté ne souffre de rien. Là,
les désordres n'existaient pas, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas de bagarres, il n'y avait pas de prison. On mettait des gens en quarantaine. Bon, on peut aussi dire que parce que la population n'était pas si colossale, mais il y a eu des chefs qui avaient plus de 600 000 personnes dans leur milice. Donc, ce qui montrait qu'il y avait quand même la population à cette époque, parce que si vous avez plus de 6 000 personnes déjà qui sont dans votre communauté comme des soldats, c'est-à-dire ceux qui sont de votre garde. Alors ça veut dire que la population ne peut pas avoir 6 000 personnes d'une population qui est c'est-à-dire on ne peut pas avoir que des gens qui te gardent sans avoir autant de gens qui font partie de la population. Alors, résultat, les chefs de cette époque avaient du pouvoir. Les chefs d'aujourd'hui n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir de la chefferie, il est traditionnel. Il est en même temps ancestral. Ça part sur la base des reliques et ça prend base aussi sur des vestiges qui sont des lieux de culte ou alors les sanctuaires où toutefois on y est en sortant. On sort avec quelque chose de plus par rapport à rentrer dans un lieu de culte de notre époque moderne. Si par exemple quelqu'un a de la malchance et qu'il a beaucoup de difficultés dans la vie et que dans sa famille il y a le principe des crânes, il va aller vers les crânes, il obtiendra une réponse, sauf si ce principe a été bafoué. Si quelqu'un a les difficultés dans la vie de se marier, de trouver du travail, des accidents, des choses imprévues, il peut aller vers des gens déjà de sa tradition qui sont censés voir qu'est-ce qui ne va pas sur le plan du monde inconnu. Ils entrent dans l'inconnu, voilà, et décrypter ce qui ne va pas et de là obtenir des réponses qui vont aider le sujet en consultation. Cependant, à notre époque d'aujourd'hui, nous sommes sans repères. Nous n'avons pas de repères parce que nous n'avons plus de patriarches. Nous n'avons plus de repères parce que nous avons des patriarches que nous n'écoutons pas. Dans un premier temps, nous n'avons plus de patriarches parce que certains patriarches sont alcooliques, sont mondains, se distraient des choses de ce monde qui n'apportent rien à la réflexion qu'ils devraient avoir pour pouvoir avoir de la révélation, afin que lorsqu'il y a un sujet de la communauté qui vient vers eux ou vers lui en consultation, que ce monsieur qui est le chef, qui est le roi, puisse avoir des réponses à donner parce que la bénédiction viendrait de lui. Parce que quand on dit Dieu nous bénit, mais attends, Dieu ne va pas faire l'enfant, ne fût-ce qu'il ait fait l'enfant Jésus. Bon, celui-là, on ne sait pas trop comment il s'est retrouvé chez Marie, la femme de Joseph. Mais Dieu ne va pas faire l'enfant. Il ne va pas faire l'enfant que toi, tu fais ton enfant, tu ne veilles pas sur lui, tu ne l'éduques pas de façon à avoir une morale bien assise et que cela te dépasse. Mais en fait, tu n'attends pas faire l'enfant pour l'éduquer. Tu te prépares à avoir l'enfant qui doit naître avec des attributs positifs qui permettent à ce que tu n'aies pas trop à faire à l'éduquer. Parce que si vous avez une femme qui fume, qui boit, qui fait les boîtes de nuit, qui vagabonde et tout, et qui fait l'enfant, vous avez beau, vous abstenir de boire, de manger, du n'importe quoi, c'est quand même le creuset dans lequel le fœtus qui reçoit le germe puisse produire un effet positif
dans l'assemblage des cellules qui sont en train de se constituer pendant que l'enfant est dans le ventre. Alors, tout ce qu'on a bu, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a eu, jusqu'aux pensées négatives, où on est tout le temps en train de faire le Congo-ça, c'est-à-dire dire des choses contre les autres femmes, et toujours en train de s'engueuler avec des gens et tout, durant toute la grossesse. Alors, je parie que l'enfant, là, aura toutes les misères du monde à vouloir se transformer et avoir une bonne morale. Donc, il y a des bases c'est-à-dire, si à partir des médias, les télés, les églises, l'école, on se préoccupait de l'être humain, pas des affaires. Parce que l'école, c'est la ruse. Hein? Un peu de malhonnêteté, mais sous le fond d'un diplôme, pour avoir de l'argent et tout. Mais l'être humain n'est pas au centre de la préoccupation de l'être humain qui formait l'autre. Alors, on fait comme si les politiques d'enseignement sont seulement portées sur le méandre de la politique ambiante, qui est une politique participative d'une démocratie publique, sans tenir compte qu'on a d'autres objectifs à atteindre. Parce que, prenons par exemple, au cours revenons un peu sur l'actualité, au cours de la campagne électorale, des programmes politiques que j'ai suivis, je n'ai suivi nulle part où on parlait de la médecine naturelle, c'est-à-dire comment vivre bio. Bon, si vous voulez soigner une population en empruntant les moyens ailleurs, les plateaux techniques, les médicaments venant de nulle part et de partout, vous ne savez pas si ces produits sont des produits de consommation ou c'est des produits d'abrutissement de votre population. Surtout que pour l'Afrique, c'est difficile de trouver un laboratoire qui fait une contre-expertise soit sur un vaccin, soit sur un médicament. Et le médicament parfois fait gabuge en Europe ou en France. Les médias décrivent ces médicaments, on continue à les prescrire en Afrique. Alors donc, il y a un problème par rapport aux politiques, qui sont des politiques de manque de politesse, de manque de gentillesse, qui sont des politiques dont la démocratie s'intéresse seulement sur comment amadouer une petite poignée de personnes pour gagner la confiance de tout le monde. Mais professeur, comment est-ce que nos chefs sont arrivés? Parce que vous aviez soulevé deux pans tout à l'heure. Le premier pan, c'est on a des patriarches, mais qui ne sont pas de patriarches. Le deuxième pan, c'est celui, on a des patriarches, mais qu'on n'écoute pas. Alors, comment est-ce qu'on a pu arriver à avoir des patriarches qui ne sont pas des patriarches, et pourtant, ils sont bien des patriarches? Bon, alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui a tous les doctorats et toutes les agrégations de l'Europe, et qui vient ici en Afrique, et qui porte un sac patriarcal de ses ancêtres, et qui parlait bien français, anglais, qui parlait très difficilement la langue maternelle, ou qui parlait la langue maternelle avec expression et tout, mais qui ne croit pas à la géologie naturelle, à la végétation naturelle, il ne croit pas aux reliques, lesquelles reliques sont dans son sac, qui ne peut pas, par inspiration, trouver sa part de reliques qu'il va laisser à ses enfants. Encore que tous ces enfants sont hybrides, tous sont restés là où ils étaient, et personne n'est prêt à revenir en Afrique. Alors, comment voulez-vous que ce genre de gens soient des patriarches qu'on peut écouter? Mais professeur, qui est-ce qui, je vais dire quoi, qui est-ce qui leur donne le pouvoir de porter un sac et pourtant... C'est ses parents. Il a trouvé, moi par exemple, personnellement, moi je suis de la famille des patriarches et j'ai deux sacs. J'ai un sac de l'antériorité, ancestralité des aïeux, de plus de 4 ou 6 générations, et j'ai le sac de mon père. Tout cela, il faut tout ramener à point. Alors, pour ramener ça à point, au jour d'aujourd'hui, il faut de l'argent. Ce n'est plus la vraie école, où avant, cette école était sous le fond d'une enquête de moralité,
qui pouvait faire à ce que parmi les enfants du même père, on décide que toi, tu n'auras pas le sacrament, tu ne seras pas consacré. Simplement parce que tu ne réponds pas aux besoins de celui qui doit rassembler, ne serait-ce que la famille. Bon, aujourd'hui, c'est un peu fantaisiste. Alors, si bien que le collège patriarcal sait bien que celui-là, on lui a donné le sac, mais il n'a rien. Donc, il n'est rien. Ils savent, si bien que lorsqu'il y a une cérémonie dans leur sanctuaire, certaines de ces personnes-là, ils arrivent, mais on les fait asseoir à côté. Bon, alors, mais vu de l'extérieur, ils sont pareils comme les autres parce que il a le sac et son chasse-mouche et je ne sais pas quoi, son habillement traditionnel nécessaire qui fait en sorte que il n'est pas pris moins que zéro du côté des communs des mortels. Alors maintenant, il faut que les gens prennent conscience, ceux qui sont soit du domaine métaphysique, comme moi je parle là, soit du domaine patriarcal de manière purement communautaire ou traditionnellement universelle, parce qu'en fait, un bon patriarche est le patriarche du monde entier. Tout à fait. Bon, il n'est pas le patriarche d'une communauté. C'est le mauvais patriarche qui ne concerne que sa communauté. Parce que si tu trouves un patriarche Bamileke, il est l'équivalent du patriarche Bassara. Si tous vivent au même diapason, c'est-à-dire obéissent aux principes traditionnels ancestraux, quoi. Les principes traditionnels ancestraux. Alors, donc, ils sont tous au même diapason et ils sont la même chose. Parce que la tradition est universelle, les coutumes sont régionales. Voilà. D'accord. Donc, mais professeur, moi, j'aimerais maintenant qu'on revienne sur le pan de... On a des patriarches, mais qu'on n'écoute pas. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes arrivés à ce niveau parce que, premièrement, les patriarches, on n'en a plus. Ils sont là, mais ils ne sont pas des patriarches dans le vrai sens du terme. Et deuxièmement, des patriarches qui sont là, mais qu'on n'écoute plus. Ah oui, bon, ceux qui sont là ne sont pas écoutés, c'est parce que la société est androïde. Ah. Bon, mais oui, depuis un bon bout du temps, on a commencé à dire, laissez-nous vos choses là. Parce que l'Église a dit, croyez en Jésus, ou croyez en Allah. Vos histoires du village là. Bon, il y a des clergés qui disent que les traditions sont retenues dans la religion. Par exemple, la religion catholique a toujours prôné le fait qu'on n'a plus besoin d'aller dans nos traditions. Bon, parce que Jésus-Christ est venu tout prendre. Il s'est sacrifié pour nous. Et toutes les religions chrétiennes le disent, pas seulement les catholiques. Donc, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu et a fait que je ne suis plus noir. Même comme je suis noir de la peau. Bon, de ma langue maternelle, je ne suis plus rien. Bon, le sang qui circule dans mon corps n'est plus le sang d'Oksoul, ça, je ne sais pas, des régions de Nyon et Kélé, par exemple, ou de sang Bamileke, de Bouddha ou de Tchang. Ce que je suis devenu, c'est que je ne suis rien devenu, alors à la limite hybride. Non, chacun doit se sourcer. Vous ne pouvez pas avoir une source et aller boire le robinet. Parce que l'eau du robinet est une eau qui souffre. L'eau ayant une mémoire et ayant le droit de liberté. Lorsque vous canalisez ça dans les tuyaux, d'un point à l'autre, l'eau perd de sa mémoire certaines vibrations. Donc l'eau des robinets n'est pas l'eau de la source. Donc l'Église ne sera jamais nos sources. L'école du blanc, les traditions venant d'ailleurs ne seront jamais nos sources. Alors, résultat, allons puiser dans nos sources, vivons de nos sources. Cela ne veut pas dire que lorsque tu es hors de ta source, que tu ne bois plus l'eau de robinet. Mais sachons faire la part des choses. Parce que
Sinon, nous manquons de raisonnement. C'est pourquoi je prends l'exemple de l'eau. Je dis et je répète que l'eau qui sort d'un rocher et qu'on vient à puiser de cette eau ou à mettre même la bouche comme le ferait le mouton, la chèvre, la vache, n'importe quel animal, on est en train de boire l'eau normalement. Autrement dit, on prend de ses mains de l'eau et on boit. Et là, on a de l'eau qui vous purifie. Et cette eau est gentille. Parce que cette eau n'est pas malmenée, n'est pas encastrée, n'est pas emprisonnée. Hein? Et qu'à un moment donné, par la pression de l'air, ça pousse même parfois des robinets et ça inonde la maison parce que le robinet, comme il n'est plus solide, l'eau lui dit, bon, aujourd'hui, j'ai affaire avec toi. Voilà. Alors, professeur, vous aviez parlé de la sorcellerie dite de troisième dimension. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, dernièrement, on parlait de la sorcellerie primitive, ce que connaît tout le peuple du monde entier. Un peu de jalousie peut amener une grande haine, et cette grande haine peut amener à ce qu'on provoque des blocages et tout, à un individu donné. Et à cela, on est en train de faire une sorcellerie qui peut freiner l'enfant dans ses études, qui peut empêcher qu'une femme ne puisse vendre autant que l'autre parce que concurrente à l'autre. Qui peut. Là, c'est la sorcellerie qui existe depuis la nuit des temps. Alors maintenant, il y a la sorcellerie de deuxième degré qui passe par les formations qu'on obtient à l'école et par l'église, la manière de croire en Dieu où on vous dessouce complètement de vos croyances de base. On empêche à ce que vous ressentez Dieu en vous, mais Dieu remonte plutôt au niveau du cerveau et puis vous commencez à faire des récits, des choses que vous ne maîtrisez pas. Et fin de compte, votre vie tourne en rond et vous ne savez même pas pourquoi. Alors arrive la sorcellerie de troisième dimension qui est la sorcellerie étatique, où on gère les gens comme si c'était des moutons, où on gère des gens comme de la bétail. Là, je m'explique. Les politiciens, eux, ils restent, ils disent que pour qu'il n'y ait plus de problèmes de maladie, trouvons une médecine qui fait calmer les douleurs, mais ne cherchons pas à savoir pourquoi ces douleurs-là. Donc, lorsque vous entrez dans un centre hospitalier officialisé, ne fût-ce qu'un hôpital, dès que vous dites que votre oreille coule, allez, on vous donne un truc à l'oreille grand. Si vous dites que votre tête fait mal, on cherche le marteau, on conguime. Et puis, vous vivez avec la maladie jusqu'à la mort et vous buvez les médicaments toute votre vie. Et cela fait rapporter de l'argent à l'État sous forme de taxes et impôts de différentes manières. D'abord, les industries qui s'implantent vont payer les impôts. Tout à fait. Les pharmacies vont payer les impôts, les cliniques vont payer les impôts, les malades vont payer les impôts en achetant le médicament. Et le médicament sera bu toute la vie. L'impôt sera là pour enrichir l'État et l'État va se contenter d'une population qui ne meurt pas, mais dont une grande partie de cette population ne dorment que dans les hôpitaux. Et ces hôpitaux-là ont les contrats de performance pour rapporter plus d'argent. Ces hôpitaux ont des restaurants qui doivent rapporter de l'argent. C'est-à-dire tout est orchestré. Il y a la morgue qui rapporte de l'argent. Tout est orchestré pour que l'argent entre. Tant pis pour la population. Alors, résultat, il faut que la démocratie et la politique redeviennent courtoises et gentilles pour la population. Parce que l'homme doit être au centre de la vie. Résultat, voyons même tous ces gens-là qui nous gèrent, comment eux-mêmes ils sont malades et comment ils finissent pour la plupart des cas. Mais professeur, la question demeure parce que vous terminez votre chronique en nous disant qu'il faut que nous arrivions à être
à faire vivre en nous l'être intérieur. Mais la question demeure. Comment est-ce qu'on va arriver à le faire, étant donné que nous sommes dans une société où des patriarches, il y en a, mais qui ne sont pas des patriarches, ou alors on en a, mais qu'on n'écoute pas. Comment est-ce qu'on peut arriver à remettre, je vais dire comment, à faire briller en nous l'être intérieur qui somnole? Alors, en écoutant Le Monde Inconnu à travers Canal 2, déjà, on peut commencer à se poser des questions. La preuve, voilà une question que tu poses là et qui est embarrassante parce que elle est embarrassante du fait de, comment dire aux gens, lorsqu'on va dire faites le cours de métaphysique, ils vont demander c'est où. Lorsqu'on va les renvoyer alors sur le patriarche qui n'écoute pas, ils vont me demander où se trouve celui-là. Bon, alors ça veut dire que moi je dis toujours, si vous prenez conscience, vous les téléspectateurs qui nous suivez, alors si vous prenez conscience qu'entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire, et que c'est vous qui devez aller à la recherche de votre dimension humaine de manière indépendante, et c'est-à-dire par vous-même, comme une manière de se prendre en charge. Cette volonté, ces besoins de se prendre en charge, ayant compris que tout a été organisé pour que nous soyons des esclaves d'un système. Ayant compris ça, je dis en restant méditatif et en écoutant son cœur, une voix y sortira. Et ça va vous guider ou aller apprendre comment se prendre en charge ou lequel des patriarches il faut aller écouter. Voilà. D'accord, je crois que nos téléspectateurs et bien sûr moi-même qui suis avec vous sur le plateau, nous avons pris note et je crois qu'on va très rapidement se mettre au travail pour retrouver le patriarche qui a écouté pour développer notre moi intérieur. Voilà. Donc, on va proposer à nos chers téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après. N'oubliez surtout pas, vous aviez la possibilité de nous envoyer vos messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes à l'étranger, vous précédez du plus 237 et surtout, nous ne pouvons pas prendre vos appels. Faites-nous plutôt des messages. On se retrouve juste après cette réflexion. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes, sans aucune analyse, ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Consommer, c'est être libre et heureux, réfléchir est futile et ennuyeux. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyé, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations futiles, moins il peut se révolter. La destruction des États-nations, de la cellule familiale, la négation des identités culturelles, religieuses et sexuelles, sont les moyens de supprimer tous leurs repères aux individus. Ils n'ont alors ni l'environnement social et institutionnel, ni les ressources mentales pour s'opposer à la domination mondiale des multinationales et de l'oligarchie financière, politique et capitalistique.
Il faut comprendre que la télévision, la radio et la presse sont des médias unidirectionnels, alors que l'Internet est multidirectionnel. Les médias unidirectionnels sont maîtrisés par un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées par les oligarchies politiques et financières pour délivrer des programmes servant leurs intérêts. L'opinion du citoyen est ainsi formatée, maîtrisée, contrôlée. À l'inverse, sur l'Internet, tous les intellectuels, philosophes et journalistes peuvent s'exprimer, partager leurs analyses, et le citoyen peut librement choisir ses sources d'information, partager ses opinions et en débattre. Pour maîtriser la liberté de l'Internet, l'oligarchie crée une fausse dissidence sous la forme de médias qui semblent subversifs, comme Mediapart, Rue 89, Le Canard enchaîné, le magazine Marianne, ou encore des organisations comme Wikileaks, dont la fonction est de canaliser les citoyens les plus critiques sur des sujets sans importance, d'organiser leur indignation, de monter les uns contre les autres, et de décrédibiliser les analyses réellement subversives. Et quand le prêt-à-penser perd trop de terrain, la liberté d'opinion et d'expression n'existe plus. L'Internet tout entier est diabolisé au nom de la démocratie, de la République, ou encore de la lutte contre un terrorisme fictif ou fabriqué. Les grands médias qualifient de racistes, de terroristes, de fascistes, de xénophobes, d'antisémites, de négationnistes, de conspirationnistes ceux qui analysent les faits, critiquent le système et tentent d'en exposer les fondements. Ces grossiers amalgames visent à empêcher le public d'écouter leurs discours, d'étudier leurs arguments et de débattre de leurs idées. Tout comme ce sont les banques qui décident de ce qui doit être financé en fonction de leurs intérêts, dans les médias dominants, c'est l'oligarchie qui décide l'information qui doit être diffusée en fonction là aussi de ses propres intérêts. Le contrôle du vecteur soit de la richesse, c'est-à-dire la monnaie, soit de la connaissance et des idées, c'est-à-dire les médias, soit encore du système législatif, c'est-à-dire le gouvernement représentatif non démocratique, sont les instruments de la domination des oligarchies. Dès lors, il ne faut pas tomber dans la provocation, l'extrémisme ou la violence. La violence et la provocation sont ce que le système attend pour justifier la censure, le contrôle d'Internet et la mise en place d'un État policier. Il ne faut pas non plus dépenser son énergie sur des détails. Il faut au contraire remettre en cause les fondamentaux sur lesquels repose ce système de domination. Voltaire, figure emblématique des Lumières, disait ceci: « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. » Si le pouvoir était donné au peuple, il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches, des notables et des banquiers. Écoutons le philosophe Alain Badiou parler de la démocratie actuelle. Voyez-vous, Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez, la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis. Hein. Elle a beaucoup servi pour justifier le pire, le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire, qui a consisté à dire que la démocratie, c'était le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Il avait raison? Eh ben non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison? Parce que il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs. Ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire. Surtout que elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné. Hein. Ça, c'est un fait. Hein. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait. Il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade. C'est là
c'est là où on en vient au cœur de votre pensée. Un tout petit moment d'explication. Vous êtes, Alain Badiou, un de ceux qui avaient revendiqué le mot communisme, alors même que les régimes communistes ou étiquetés communistes étaient effondrés. Vous aspirez à un régime politique qui serait placé sous le signe de l'égalité. Tout votre livre, toute la République de Platon, tourne autour de cette idée. La cité idéale, c'est la cité de l'égalité, la cité de l'idée juste, donc du communisme. Et quand vous nous dites, pour moi, le capitalisme, c'est l'équivalent de la démocratie, là est la racine de votre rejet de la démocratie, je ne vous trahis pas. De cette démocratie-là, parce que je n'accepterai pas de dire que je rejette la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique, mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne, dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme. C'est ça le sujet. C'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi, ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre pour qu'il puisse alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie. Il y a de retour sur votre plateau du Monde Inconnu. Je crois que chacun a pu écouter et suivre. Nous allons nous abstenir de faire des commentaires là-dessus. Et on va aller rapidement avec les messages de nos téléspectateurs. On va du côté de la régie pour la bande du SOS téléspectateurs. Alors, bonsoir. Quand dit-on que quelqu'un est né avec un mauvais sang et comment réparer cela? C'est Bosco qui nous écrit. Alors, un mauvais sang sur le plan métaphysique, ça veut dire que il est né avec de la malchance. Oui. Voilà. Mais sur le plan médical, peut-être qu'il est né avec le sida ou bien l'hépatite. Bon. Alors, mais moi, je pense que s'il est né avec la malchance, si la malchance existait vraiment, c'est qu'il peut trouver facilement des solutions à son problème. Il suffit d'étudier sa date de naissance, son nom et son prénom. On va obtenir de cette étude métaphysique son thème de vie. Et à partir de là, on peut bien décrypter les points positifs et les points négatifs de sa vie et puis lui donner des conseils et ce qui va marcher très bien. D'accord, bonsoir à vous, très bonne émission, l'Africain en a besoin, j'espère qu'il y a rediffusion, c'est Christopher depuis Libreville. Malheureusement, monsieur Christopher, il n'y a pas de rediffusion, mais vous pouvez revoir votre émission sur YouTube dès demain matin. Alors, on a un autre message. Bonsoir à vous, le studio, s'il vous plaît, mon patriarche. Comment faire pour vous rencontrer? Moi, c'est Bourguet Michel depuis Emana. Bon, alors, pour nous rencontrer, il faut appeler à ce numéro qui vous a servi pour votre SMS. Il faut rappeler les gens que pour obtenir la rediffusion, ça viendra. C'est en cours. Bon, le YouTube, il faut taper Le Monde Inconnu et vous précéder des TV pour avoir parce qu'il peut y avoir beaucoup de Monde Inconnu, mais quand vous écrivez Monde Inconnu en un mot, non pas en un mot, en mot séparé, oui. TV, vous aviez toutes les vidéos des émissions déjà diffusées ici. Alors, Arsène voudrait savoir comment peut-on éviter d'être atteint par la sorcellerie? Alors, pour éviter d'être atteint par la sorcellerie, il faut se décider de se prendre en charge. On peut bien l'éviter en allant voir des féticheurs, mais ça sera quelque chose que de temps en temps, il faut les revoir parce que on ne peut pas être protégé à vie. Oui. On est tout protégé pour un temps, après
la protection s'envole et on recommence encore à zéro. D'accord, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas prendre les appels sur l'antenne. Donc, vous faites des messages et on fera le nécessaire pour que vous ayez des réponses. Je vous suis depuis le début de cette émission. Vous avez parlé des patriarches, comment reconnaître le mauvais patriarche. Est-il possible de vous rencontrer? Si oui, où? Merci d'avance, le message n'a pas été signé. Bon, on nous rencontre à Douala, hein. Nos bureaux, c'est à Akwa, à Douala. Bon, alors connaître le bon patriarche, c'est pas trop compliqué, hein. Il faut seulement avoir la chance de discuter avec un patriarche. Tu sauras à partir de ses propos. Et parce que l'homme, hein, son piège, c'est sa bouche. Non, il ne faut pas penser qu'ailleurs on peut. Donc c'est vous qui devez être psychologue. Parce que si vous êtes une personne qui écoute sans réfléchir, tant pis. Lorsque quelqu'un vous parle, il faut essayer de ramener son discours au niveau de votre cœur, que vous le ressentez, avant de voir si ce qu'il dit est faux ou est vrai. D'accord. Alors, bonsoir Canal, j'aimerais savoir le nom du professeur à la télé, s'il vous plaît. Il s'agit du professeur Emmanuel Glipot, sauf s'il voudrait se présenter, bien entendu. Non, c'est ça. D'accord. Bonsoir, une fois de plus, je me prénomme Gorbatchev. En fait, la question que je viens vous poser est celle de savoir si la démocratie moderne, que moi je peux considérer de virtuelle, serait aujourd'hui un mythe dans notre vie sociétale. La démocratie moderne ne nous sert à rien. Au contraire, ça nous crée des difficultés de vivre. Bon, donc peut-être c'est là le côté mythique. Je ne sais pas, bon. Mais ça ne nous sert à rien. Alors, voilà. Est-ce que l'Afrique peut-elle s'inquiéter de la sorcellerie, dépendance, je ne comprends pas très bien le thème, pour faire face à ces problèmes? L'Afrique doit se désolidariser de la sorcellerie des dépendances. Parce que c'est une forme d'esclavage qui est mondiale. Oui. Mais sauf que quand en Europe, l'esclavage tel que ça se passe au niveau des salaires, au niveau de tout ce que nous connaissons, mais on reste quand même dans un environnement où l'être humain est quand même considéré. En Afrique, nous sommes des cafards. S'il faut qu'on nous extermine, c'est seulement un autre groupe des Occidentaux ou bien des gens d'un autre continent qui va dire mais quand même, vous avez déjà assez les tuer comme ça, arrêtez. Sinon, quand un Africain meurt, il n'y a pas de problème. Quand des Africains meurent, il n'y a pas un problème. Quand un blanc meurt, il y a un problème. Bon, donc, suivez mon regard. Je crois que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Alors, c'est la deuxième fois que je suis à l'écoute de cette émission. Merci pour tous les éclairages du professeur. J'ai un problème, je ne réussis pas dans tout ce que j'essaye de faire dans ma vie. Je voudrais savoir qu'est-ce qui peut en être la cause. C'est Laurent qui nous écrit. Que Laurent nous appelle hors antenne dès demain. Je parie que ça pourra marcher. Si on comprend bien son problème, on va avoir si conseil à donner, si. Et peut-être que quelque chose va changer dans sa vie, peut-être. D'accord. Voilà. Alors, salut le plateau, s'il vous plaît, que nous cachent les beaux rêves qui nous réveillent en étant dans la joie et parfois le contraire, c'est Gaël qui nous écrit. Ça cache le fait que vous devez vous éduquer dans le domaine métaphysique pour comprendre bien votre vie parce que c'est des prémices, c'est des choses qui vous informent sur le fait d'avoir un côté inconnu qu'il faille aller vers pour mieux vous connaître. Alors, on a une participation. Malheureusement, les messages ne sont pas signés. Je voudrais juste dire que les problèmes qui subsistent dans notre société et notre pays est celui de l'éducation. Nous avons détruit notre éducation quand on retire la morale dans les écoles primaires. Comment un citoyen devenu grand devrait avoir de l'amour pour son pays, son prochain? On ne respecte rien. Si dans l'éducation camerounaise, on fait comprendre à tout un chacun ses droits et ses devoirs, il y aura changement. Un Camerounais ira voter pour une démocratie avec fierté, sans corruption.
parce que ces bases éducationnelles sont solides. C'est une participation, malheureusement, les messages ne sont pas signés. Alors, comment remédier à la crise de la démocratie contemporaine dans nos sociétés africaines? C'est Ruben Depuis-Tchang qui nous écrit. Alors, il faut mettre en cause tout ce qui nous a été enseigné jusqu'ici et commencer à chercher la morale par soi-même, à chercher la dimension spirituelle de l'être humain par soi-même. C'est ce que nous essayons de dire, ne pas être à la merci des prédateurs, ne fût-ce que intellectuels, et qui ont pour seul but de contrôler nos intelligences. Il n'est pas interdit de faire l'école à l'école et de s'ouvrir à une autre école par des méthodes autodidactes, juste dans le but d'avoir une culture générale bien fournie. Je crois que là, on n'aura rien perdu, mais à vouloir rester, parce qu'il y a des gens, ils ne lisent même pas le journal, sauf s'ils veulent lire s'il y a une nomination, qui le regarde ou qui regarde un membre de sa famille. Alors, ce genre de personnes ne liraient pas des livres, hein, et n'achètent pas des livres. D'aucuns ont des bibliothèques, mais c'est juste pour orner les meubles, du moins la salle de séjour. Bon, aucun de ces livres est lu. Voilà. Alors, on a Monsieur Stéphane Issenga qui nous écrit. Je vous demande, est-ce que les lois métaphysiques ne sont-elles pas décisives par des hommes, bien soit du pays ou pas, ou pour une démocratie hors norme? J'ai l'impression qu'il voudrait demander si les lois métaphysiques ne jouent pas dans la démocratie en faveur, par exemple, comme nous étions dans les élections. Est-ce que les lois métaphysiques ne jouent pas en faveur des candidats que nous avons eus? Disons, un candidat peut venir vous voir et dire qu'il faut faire quelque chose pour lui, pour améliorer ses chances. Mais ce serait comme une personne nue vient vous voir pour dire je vais l'habiller. Bon, tu lui couds l'habit. Ça veut dire que l'habit n'apporte que ce peu que ça peut apporter, mais la personne reste elle-même. Si elle se déshabille, elle est comme si elle était habillée. Sauf que, vu de l'extérieur, on doit l'avoir habillée. Et donc, les choses qu'on utilise c'est des supports. L'être humain doit tout faire pour parfaire sa vie en ayant étudié les lois de la nature. Parce que la démocratie, elle est beaucoup plus portée sur le positif. Et c'est à partir du positif qu'on apprend le négatif. Donc, on apprend d'abord le positif et on sait que par inversion, on peut obtenir le négatif. Et on se refuse d'aller vers le négatif parce qu'il y a un karma qui va vous frapper. Donc, si vous faites des choses pour les gens malhonnêtes, alors cela va vous retourner contre. C'est ce qu'on appelle communément le choc à retour. C'est-à-dire, vous donnez une arme à quelqu'un de pas bien, il tue les gens et sachez que vous êtes aussi puni. Voilà. Alors, on a... pourquoi quand je dors, il y a toujours un esprit de mort qui vient me perturber? C'est Emmanuel qui nous écrit. Alors, si un esprit de mort vous perturbe, cherchez à comprendre cela. Nous ne serons pas en train de vous dire cela d'emblée parce que nous ne jouons pas aux sensationnalistes. Vous pouvez encore appeler hors antenne et on va étudier avec vous le fond de la chose et voir qu'est-ce qu'on doit vous dire. Voilà, ou qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, salut, pourquoi le hibou est considéré comme un oiseau mystique? C'est Steve. C'est dans la tradition, hein? C'est comme le 13e jour, le vendredi 13 du mois, chez les Européens et même chez les Occidentaux, relève des coïncidences malheureuses qui ont fait de ces jours-là un jour de malchance. Donc, il faut fouiller si tous les hiboux sont quand même des mauvais augures concernant la sorcellerie. Parce que le hibou est déjà d'emblée un oiseau. D'aucuns en mangent, même comme ça fait peur à d'autres. Bon, tout comme les gens mangent des serpents.
Alors, pendant que certaines personnes, même de serpents morts, ils fuient. Voilà. D'accord, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas prendre vos appels sur l'antenne. On vous propose de nous faire des messages et on fera le nécessaire pour que vous ayez des réponses. Bonsoir, Patriarche. Comment expliquer le fait qu'un parent puisse bloquer les entrailles de sa fille et point, après plusieurs rencontres et traitements avec les hommes de Dieu et traditionnalistes, il n'y a toujours pas eu de suite favorable. Que faut-il faire dans ce cas, dans le domaine traditionnel et métaphysique, pour résoudre ce problème? C'est Ronald depuis Biémassi qui nous écrit. Alors, il y a deux choses. On peut bloquer votre vente avec votre père du fait de votre arrogance. L'arrogance peut passer par le fait que vous vous retrouvez avec un homme que les parents ne veulent pas. Et que ces parents-là ne sont pas le genre à excuser quoi que ce soit. Il peut aussi arriver que votre homme vous amène sans toutefois donner à manger à la famille. Et cela, jusqu'à nouvel ordre, ne ferait pas d'enfant. Mais le jour que vous venez vers cette famille et que, avec votre homme, et que vous vous prononcez, pas pour demander pardon, mais comme pour reconnaître quand même que cet enfant est d'une souche parentale qui est celle-là, alors on va, à partir de rien, vous donner le OK pour votre mariage et puis directement, votre ventre va commencer à produire des bébés. Que d'aller à gauche, à droite, forcer. Jésus n'est pas contre l'autorité parentale quand même. Alors, Ahmed de Yaoundé voudrait savoir, est-ce que les religions occidentales, voilà, ne sont pas bien pour nos traditions? Ah non, pas du tout. Parce que c'est des religions là qui sont venues nous coloniser et nous empêcher d'aller vers nos traditions. Et pourquoi elles nous ont empêchés d'aller vers nos traditions? Parce que ces religions avaient pour seul but de nous déchoucher pour que nous devenions les hybrides afin de nous malmener spirituellement. Voilà. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Professeur, un dernier mot pour clôturer? Alors, je crois qu'on va vous faire un programme surprise la prochaine édition, mais on va parler un peu de blabla des pratiques dans les sociétés ou bien dans le commerce. Hein? Les bayamselam et tout ça là. Ah, à la prochaine édition, on va essayer d'explorer ce milieu. Il y aura des recettes spéciales? Je ne sais pas, on va voir. Ça sera par rapport à notre inspiration, à l'inspiration qui nous viendra de quelque part. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre rendez-vous mardi prochain. Lorsqu'il sera 23h sur la chaîne Canal 2, vous aurez sûrement des recettes pour avoir plus de clients, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, on se reverra mardi prochain à 23h sur votre chaîne. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très bonne journée qui a d'ailleurs commencé. Et prenez bien soin de vous.